Ilana Navarro, vous connaissez un peu l'Algérie, non? Vous n'y êtes jamais allé encore? Non, jamais en Algérie. Pas encore. Non. Gisèle Halimi, elle connaît l'Algérie. Oui. Et pour cause, on va en parler. Vous avez rencontré des proches, des historiens qui ont côtoyé cette grande dame, grande militante. Mais d'abord, j'avais envie de vous poser une question. C'est vrai que beaucoup connaissent le parcours de cette grande dame. Beaucoup moins. Là où tout a commencé, c'est la Goulette, en Tunisie. Exactement. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, qui était avant tout une série radiophonique pour France Culture. Je m'étais étonnée moi-même au décès de Gisèle Halimi pendant l'été 2020 que cette icône du féminisme français, qu'on voit comme représentante quelque part de la modernité de la France, des droits des femmes, etc., on ne savait pas trop d'où elle venait. Et on ne parlait pas trop de ses origines. Et ça m'a beaucoup intriguée en fait, pourquoi. Je me suis posé la question de pourquoi. Ouais. Et vous avez eu un début de réponse? Oui, en fait, j'ai commencé une enquête. Ça a été l'enjeu en fait de ce livre. Et en fait, c'est une manière de montrer un peu les ambiguïtés de la France, où même aujourd'hui, il y a question de panthéoniser Gisèle Halimi, mais ça coince. Et ça coince pourquoi? Parce qu'elle a été très impliquée dans le combat anticolonial et pour la défense du FLN pendant les années 50. Et donc, voilà, c'est un parcours que j'ai exploré pendant... Kamel Abdad, vous connaissiez Gisèle Halimi? Oui, bien sûr, une grande dame qui a lutté pour l'Algérie, qui a écrit le fameux livre Kahina, qui est la reine berbère qui a affronté l'arrivée des musulmans, qui a défendu sa terre. Oui. Voilà. Et pourquoi la fauteuse de troubles? On sait que, bien entendu, la guerre d'Algérie, c'est une page très sombre de l'histoire de France et que ça crispe. C'est un sujet passionnel parfois. Ça vient de là, ce sous-titre. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, Gisèle Halimi a créé le changement par la révolte. Oui. Par la révolte, d'abord dans sa vie personnelle, mais aussi dans le monde politique, dans le monde dans lequel elle vivait. Et toutes ces actions, tout le changement qu'elle a fait pour la France, c'est-à-dire de faire que l'avortement devienne légal, de faire que le viol soit reconnu comme un crime, tout ça, ça vient de sa propre révolte et comment elle a transformé les lois en se basant sur la révolte. Donc, pour moi, ça méritait plus le titre « La fauteuse de troubles » plutôt qu'un titre plus classique style icône du féminisme ou je ne sais pas quoi. Enfin, et c'est passé par la loi, vous le dites, dans les tribunaux à Paris, à Tunis ou à Alger notamment. Alors elle était venue, Gisèle Halimi, sur TV5 Monde, c'était en 2009, dans l'invité de Patrick Simonin. On vous a sélectionné cet extrait, on regarde. Ma mère me disait, pour m'expliquer que je devais m'en tenir à mon destin de fille, c'est-à-dire inférieure, servant les hommes, etc., ne faisant pas d'études, épousant à 15 ans un marchand d'huile de 35 ans dont je n'ai pas voulu. Elle me disait, ma grand-mère a vécu comme ça, ma mère a vécu comme ça, moi j'ai vécu comme ça, toi aussi. Oui. Alors j'ai dit non et j'ai eu une révolte vous sauvage. Pourquoi vous n'êtes pas résignée, vous, Gisèle Halimi? Pourquoi Parce vous avez été très vite, révoltée? je crois que c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai voulu écrire ce livre, c'est-à-dire j'avais eu dès l'enfance une révolte sauvage contre le fait qu'on me disait « toi, non ». Alors, je voulais bien accepter le non, mais pourquoi? On me disait « parce que tu es une fille ». Et je n'arrivais pas à accepter ça, d'autant qu'on avait nourri mon enfance du même récit que quand j'étais née, et ça je le raconte dans mon livre, pendant 3 semaines, quand mon père a su qu'il a eu une fille, il a refusé d'annoncer ma naissance. Il allait même jusqu'à dire « non, 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 Fritna, c'est ma mère, mais Fritna n'a pas accouché encore ». Donc on me montrait la malédiction d'être une fille. Voilà, malédiction d'être une fille dans une famille juive, c'est le cas là, c'est le cas dans des familles musulmanes, c'est en dehors même des religions. Que vous inspire cet extrait? La révolte, elle commence d'abord dans le cercle familial? Tout à fait. Pour Gisèle Halimi, ça a commencé là et elle l'a raconté beaucoup dans ses multiples autobiographies. Moi, ce que j'ai essayé de regarder aussi dans l'enquête, c'est ce qu'elle a moins raconté ou bien ce qu'elle a raconté d'une certaine façon, essayer de comprendre pourquoi elle l'a raconté comme ça. C'était comme une enquête de son autofiction, ce qui n'était pas complètement inventé, évidemment, c'est basé complètement, mais certains événements, elle les a un peu moins racontés. Et pour cela, vous êtes allé en Tunisie, vous avez rencontré des proches, justement. Qui sont celles et ceux qui connaissent bien Gisèle Halimi en Tunisie? En Tunisie, il n'en reste pas beaucoup, mais en tout cas, il y a des gens de sa famille. Évidemment, j'ai rencontré ses 3 fils qui la connaissent bien.
et aussi un cousin proche qui l'a rencontré quand il était petit en Tunisie, donc avec qui il a des souvenirs. Ouais. En Tunisie, elle est en train d'être explorée, presque réappropriée dans le corpus littéraire des écrivains issus de Tunis. De Tunisie, je veux dire, même qu'ils soient francophones, dans la francophonie tunisienne, ils sont en train d'être incorporés, surtout par une professeure de littérature qui est formidable, qui s'appelle Samia Kassab-Cherfi. Et aussi, on est allé à La Goulette pour essayer de comprendre un peu cet univers dans lequel elle a grandi, où il y avait beaucoup de minorités encore en Tunisie à l'époque coloniale. Donc, même si le rapport que Gisèle avait avec son enfance était vraiment dans ce milieu, certes cosmopolite, mais aussi très marqué par les hiérarchies des classes dans un milieu colonial très Kamel, strict. ça y est, maintenant les Tunisiens et les Algériens vont se disputer justement Et les Français aussi vont se la disputer. Et les Français aussi. Alors j'aimerais citer une phrase que l'une des figures majeures du féminisme français, soit d'origine maghrébine, raconte en filigrane une autre histoire, tout aussi fascinante, celle d'une France qui aimerait pouvoir revendiquer les combats d'une icône féministe sans pour autant s'encombrer de ceux d'une icône anticolonialiste. Vous l'avez dit, une France pour laquelle panthéoniser ou pas Gisèle Halimi est un débat qui en dit long. Un débat qui en dit long. On a compris pourquoi. Alors sur la devanture du Panthéon, il y a écrit aux grands hommes la patrie reconnaissante. À ce jour, il y a 5 femmes. 6 si l'on compte Sophie Berthelot, mais c'est son époux chimiste qui voulait qu'elle soit à ses côtés. Est-ce que vous avez du nouveau justement sur cette possible panthéonisation ? Il y a beaucoup de blabla, mais rien encore de concret. Ouais. Moi, je n'ai pas connaissance de quelque chose de concret. Je ne sais pas si ça va venir. Peut-être, ça prend un peu de temps pour comprendre que les gens doivent être panthéonisés. Comment ses proches, justement, c'est vrai que la question me vient aussi. Comment on sait que son fils, par exemple, Serge Halimi, est rédacteur en chef au Monde diplomatique, un mensuel de géopolitique internationale, c'est quelque chose qu'ils aimeraient ou... C'est un débat, disons, familial qui n'est pas résolu.